Apéro spécial, finale de conférence Ouest. Pardon, 4. Nuggets in 4. Aïe, 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 le Nuggets in 4 qui est passé. Oui, monsieur, comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ça va presque aussi bien que si j'étais fan des Nuggets. Wow. Donc c'est pas mal. Tout à fait. Les Denver Nuggets sont en finale NBA, mesdames et messieurs, c'est historique complètement ce qu'ils sont en train de faire, c'est historique ce qu'ils sont en train de vivre. Les fans bombent le torse, ça y est, ils sont en finale NBA, la meilleure équipe de la conférence Ouest est en finale NBA. Alex, on n'arrête pas de le répéter, il n'y a pas trop de surprises, quand tu fais une bonne régulière, bah t'as de bonnes chances de finir dans la dernière série, quoi. C'est vrai qu'on en avait parlé d'ailleurs quand on a débriefé les Suns et les Warriors. Ouais. Et on avait parlé notamment dans le débrief un peu Suns Nuggets où j'avais dit que voilà, j'avais un petit espoir, malgré moi, je me disais les individualités des Suns et tout, mais à un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence que la force collective, la fluidité du jeu des Nuggets, en attaque notamment, et leur adaptabilité, enfin bref, leur régularité aussi en défense, mine de rien. Oui, oui, oui. Le fait que chaque role player sache exactement ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment il doit le faire, et pourquoi il doit le faire, enfin tu vois, genre... Non, ils sont impressionnants. Je crois qu'on avait tous les deux dit Nuggets en finale NBA quand on a fait la preview Nuggets-Lakers. Par contre, aucun de nous deux n'avait mis un sweep. Hein. Ah non, et je pense que très peu de monde quand même osait balancer un sweep. C'est retentissant. Hein. On parle d'un 4-0 net et sans bavure. Alors, il n'y a pas non plus des branlées dans tous les sens. Hein. C'est une série où il y a des matchs qui sont plutôt serrés. Enfin, en tout cas, au bon moment, Denver a creusé l'écart et donc ils ont pu s'en sortir et aller en finale. On va faire un apéro en deux temps parce que on va rendre à la fois hommage à ces Nuggets qui sont vraiment historiques et qui sont en train de nous faire leur plus grand run de leur histoire, en fait, de l'histoire de la franchise. Ils n'étaient jamais allés en finale. Exactement. Comme ça, déjà, au moins, ça c'est fait. Tout à fait. Et de l'autre côté, côté Lakers, on discutera de plein de choses parce qu'on sait que la fanbase est très contente, certes, d'avoir explosé les projections d'octobre dernier, d'être allé en finale de conférence. Mais comment on aborde cet été, les décisions à prendre? Et puis, est-ce qu'on prend au sérieux ou pas les déclarations de LeBron qui n'a pas pu s'empêcher, mon cher Alex, de se dire tiens, attends, les caméras, elles sont sur Denver. Eh ben, je vis pour les satellites. Désolé pour les gens qui veulent me traiter de LeBron hater, c'est pas le cas. Juste, moi, ça m'a halluciné les déclarations. Ah ben non, mais c'est pas du tout du LeBron hating. C'est juste, c'est du constat pur et simple. Le type vient de se faire sweeper. Enfin, il s'est pas fait, c'est pas lui tout seul qui se fait sweeper. On va en parler dans cette vidéo évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que ça déclame. Moi aussi, j'étais là genre, mais parlons des Nuggets plutôt. Parlons plutôt des Nuggets de shine. En fait. Ouais, c'est clair. Ouais. S'il te plaît. Non, j'avoue. Bon, enfin, on va reparler des déclarations de LeBron. On n'y croit pas. Enfin bref, allez, on verra ça plus tard. Ouais. Tout à fait. Je rappelle qu'au moment où on parle, Denver, Nikola Jokic et toute la clique, ils sont en train d'attendre leur adversaire de finale NBA. Au moment où cette vidéo est tournée, Miami est en bonne position pour le faire, mais ce n'est pas terminé. Entre Miami et Boston, et si ça se trouve, ça va être très vite terminé, et si ça se trouve, non. Comment on dit remontada en Massachusettsien? Je sais pas, mais en serbe, il serait bien chaud pour qu'il y ait une remontada, histoire de bien fatiguées. Ah bah ouais, c'est repos total. Donc, rendons hommage à ces Nuggets. Alex, j'ai envie de démarrer les choses avec un constat pur et simple. On avait débattu ensemble de savoir notamment qui était le meilleur joueur des playoffs, la meilleure équipe, etc. Il y en a sur les réseaux sociaux, on a vu qui débattaient. Les Denver Nuggets sont la meilleure équipe de la conférence Ouest cette saison, la meilleure équipe de ces playoffs 2023. J'ai envie de poser une question. Que faut-il faire de plus dans cette franchise ou dans cette équipe pour qu'ils aient le respect et l'attention de tout le monde? Gagner une bague? Voilà. Tu demandes, hein. Quand tu as des questions, tu me demandes. Non, mais bien sûr, mais tu vois, non, mais je veux dire, c'est intéressant que la réponse soit tout de suite ça, parce que c'est l'objectif ultime, et ils le savent. Jamal Murray, il en avait parlé, on a parlé dans le dernier apéro, ils savent que pour gagner du respect, il faudra mettre la bagousse au bout du doigt. Mais Denver, là, est en train de faire quelque chose où, quel que soit le tour de play-off, ils ont répondu à toutes les questions qu'on s'est posées depuis des mois, quand même. C'est ça. Murray, c'est bien que t'en parles parce que le Murray, lui, il est arrivé, on lui a mis d'abord les Walls et tout, il a dominé. Ensuite, on lui a mis du Booker, du Kevin Durant, il a été là, il a grave taffé les Suns. Et là, honnêtement, on se demande combien de D'Angelo Russell peuvent tenir dans la poche arrière de Jamal Murray, mais c'est plusieurs. Ah bah D'Angelo et les autres. Hein. C'est un truc de fou. Ouais. Oui, mais les autres, bon, ils sont pas censés être dans le même statut. D'Angelo Russell, genre, moi j'ai peur, j'ose même pas aller voir sa ligne de stats. Oh bah t'inquiète, il est à 6 sur points les de moyenne. finales de conf. Combien? Il est à 6 points de moyenne, à 32% au tir, dont 13% à 3 points. Il a un peu plus que ça, il a un peu plus que 6 non, points, non. D'Angelo Russell est à 6 points de moyenne, à 32% au tir et 13% à 3 points. C'est violent, c'est très très violent.
Donc voilà, donc Jamal Lui Murray, et Schroeder et toute la clique, de toute façon. les points sur les i, je score, je suis capable d'envoyer du sale, je suis en 50, 40, 90, à plus de 30 points de moyenne sur les finales de conf, et je suis The Lieutenant. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est fort. Maintenant, pour répondre à ta question du début, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ? J'ai dit prendre une bague. Bah oui, évidemment. Leur run de playoff, là, il est fabuleux. Maintenant, moi, je l'ai vu, hein. Les Suns en 2021, le run, il était superbe aussi. Hein. Ça n'a pas déconné, hein. Ça n'a pas rigolé. Hein. Mais tu mènes 2-0 en finale et finalement, à la fin, il n'y a pas la bague. C'est pas la même saveur. Tu laisses pas la même chose dans les tablettes d'histoire et compagnie. Donc, il n'y a pas à tortiller. Faut aller finir au bout là, surtout quand tu joues comme ça, putain. Ouais, faut ponctuer, faut aller jusqu'au bout. Il y a eu pas mal de comparaisons qui ont été faites, c'est intéressant, notamment dédicace au poteau Thomas Erwan côté First Thing qui ont fait une émission avec Nico Batum où Nico utilisait un petit peu cette comparaison Dallas 2011. Ils ont un côté, parce que certains font des comparaisons Spurs, notamment belle saison des Spurs dans leur jeu collectif, dans leur leader un peu froid qui pourtant est bourré de fondamentaux et qui a la classe internationale. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Dallas 2011 avec cette bague qu'on avait vécue de Dirk qui était quand même assez exceptionnelle, avec un jeu où les rôles sont tous bien respectés. Nico Batum parlait de vraiment le Jet Terry qui prend feu, le couteau suisse Aaron Gordon qui fait du Sean Marion, le Deshaun Stevenson qui est KCP, les autres garçons qui font le boulot. C'est vrai qu'ils ont quelque chose de très rassurant, Denver. Moi, je t'avoue qu'à titre perso, ce qui me fascine, c'est que quand je repense aux 30 préviens 30 jours, au fait qu'on avait beaucoup d'interrogations sur ces Nuggets, que ni toi, ni moi, ni Simon, ni beaucoup de gens avaient mis Denver champion, ils ont répondu à toutes les questions sur ces playoffs. Je n'ai pas une seule autre question à poser, hormis allez-vous remporter la finale. Mais sinon, on a voulu qu'ils soient sérieux, on a voulu qu'ils soient meilleurs défensivement, on a voulu que les patrons répondent présents, on a voulu avoir des réponses sur si Mike Malone savait faire des ajustements. Il termine la conférence Ouest sur un sweep. C'est... Même au-delà des questions. Non, moi, je t'avoue que j'avais des questions et ils ont répondu à toutes les questions. Nikola Jokic est en triple-double et pas le petit triple-double. Hein. Il est en 30-13-10 à 55% au tir, 47% de loin. Genre, il fait plus que répondre aux questions. Ah mais moi il n'y avait pas de question, sur. Oui mais il n'y avait pas de question sur Nikola Jokic. Moi je veux dire non. Je n'avais pas sur Nikola Jokic dans son niveau. D'accord, mais il va même au-delà de, tu sais, on se disait les Nuggets, faut aller au bout et tout. Là, Nikola Jokic, j'ai vu comment il joue. J'ai vu un truc passer, je sais plus qui c'est qui a tweeté ça. Ça va pas faire plaisir aux fans des Sixers, mais j'étais tellement d'accord avec ça. Genre, est-ce que Jokic, en une campagne de playoff, il est en train de mettre over, tu vois, le débat. Son équipe, elle joue dur pendant que l'équipe de Embiid. Le débat Embiid, Jokic, MVP, quel est le meilleur vraiment, quel est le plus valuable des deux, tu sais qu'on a eu toute l'année. Toute l'année, on l'a eu celui-là. Ouais. En playoff, alors je sais, c'est pas la régulière, mais l'équipe de Nikola Jokic, au-delà du rendement statistique du joueur, l'équipe de Nikola Jokic, elle a joué dur autour de son leader, pendant que l'équipe d'Embiid, elle a montré des faiblesses affreuses. On en a même fait un débrief. Bien sûr. Avec un leader qui a montré des faiblesses mentales. Alors, il était blessé et tout, j'entends. Mais je veux dire, c'est dans ce sens-là que je veux dire que les Nuggets vont au-delà. Pour moi, Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope vont au-delà de ce à quoi je m'attendais. Michael Porter Jr. Ah bah oui. Mais c'est juste ça les questions. C'est qu'en fait, que tu commences par Jokic, moi j'avoue qu'il est en train de faire un run comme on espère voir les plus grands joueurs faire un run dans leur prime. C'est pour ça que je commence par lui. C'est parce que l'autre, il est complètement... C'est bien sûr. Furieux. Il est à 27 piges, donc il est dans cette fenêtre de 27-32 ans qui est vraiment considérée comme le prime. Donc lui, il fait sa campagne de playoff, comme on a vu Giannis faire sa campagne de playoff, comme on a vu AD en 2020 faire sa campagne de playoff, comme chaque garçon essaie d'avoir sa campagne à lui. Donc oui, il est dedans. Comme tu le dis, il y a beaucoup de garçons qui répondent présents. J'avais par exemple des interrogations sur Mike Malone. Ouais. À titre personnel. Et c'était normal parce qu'on avait un antécédent où, certes, on était peut-être un petit peu occulté par le fait que il avait dû faire des récents runs de playoff sans ses stars, mais il manquait des joueurs. Il manquait des joueurs sans certaines stars, tout à fait. Mais il y avait aussi, moi je me souviens, de discussions cette saison dans la fanbase de Denver et la saison précédente de est-ce que Mike Malone, on n'en fait pas des caisses en France. Tu sais, on a vu un truc comme ça il y a quelques mois, je sais plus avec qui, sur Twitter, pareil, de est-ce que Mike Malone, on n'en fait pas un peu trop des caisses en France, alors qu'en fait, il serait plus sur le siège éjectable qu'autre chose. Là, sur ce run de playoff, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus ? Rien à dire.
les difficultés qu'il a eues, il a proposé des ajustements. Alors, il a le personnel, les joueurs étaient en forme et tout, mais justement, c'était ça la pression qu'il y avait sur lui. Bah ouais. C'est que là, il avait le personnel et tout. Quand il y a le personnel, Monsieur Michael Malone, il fait des bons choix, son équipe continue à bien jouer, son équipe résiste légèrement. Quand il y a des légères pressions, elle résiste. Ouais. Notamment, et on va en parler, parce que les Lakers peuvent avoir un peu les boules d'avoir pris ce sweep, puisque pour moi, il y a 2 matchs dans les 4 qui perdent. Il y a 2 matchs dans lesquels ils arrivent en tête dans le 4e quart et ils sont en position pour le gagner potentiellement. Et s'ils ne le gagnent pas, et on va en parler, c'est parce que notamment LeBron James et Anthony Davis m'ont gavé moi dans les Money Time, mais aussi, et il faut le dire, parce que Mike Malone en face et Jokic et Murray ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont dit regardez, on va vous la faire comme ça et on va le prendre le match. Bien sûr. C'est fort. Denver mérite toutes ses fleurs. Et évidemment, on en reparlera en long et en large, parce que je pense qu'il y a des fans de Denver qui ont envie qu'on parle en long et en large des Nuggets. Vous inquiétez pas, on se posait la question avec Alex. On sait aussi qu'il va y avoir la preview des finales NBA, dans laquelle on va pouvoir parler de dynamique, revenir sur ce que font les Nuggets. Mais ils méritent là justement ces 10 premières minutes et ce premier quart d'heure, parce que oui, ils sont en train de vivre quelque chose d'historique. Je pense qu'il y a des fans de la longue date, de longue mémoire, qui ont connu les Nuggets de la fin des années 2000 avec Carmelo Anthony qui vient d'annoncer sa retraite, J.R. Smith, George Karl, etc. Très content, je sais pas, on a vu qui là, la brocante poteau fan des Nuggets. Renaud, Starshop. Renaud, tout à fait. Voilà, des gens qui connaissent. Il a flex toute la journée. Il a flex toute la journée. Il était comme ça. Tout à fait. Voilà. Et qui avait été notamment à Denver. Certains ont vécu les années Nuggets avec la montée en puissance de Jokic. Faut apprécier le voyage. Ceux qui souhaitent monter à bord, je pense qu'il faut pas hésiter, parce qu'en fait c'est une équipe qui est en train de montrer comment est-ce qu'il faut jouer au basket collectivement. C'est formidable à regarder Denver. C'est pas un basket cracra dégueulasse où on est là genre bravo, le but c'est de gagner 4 matchs. Ils le font, mais ils le font avec la manière. Et j'ai vu beaucoup de gens, trop à mon goût, pas tant que ça, mais trop à mon goût, être là en mode oui, mais les Nuggets, les audiences, oh, c'est le plus beau basket là qu'on ait vu cette année. Donc à un moment donné, moi je suis content de les voir en finale. Bien sûr, c'est la meilleure équipe, elle est en finale. Ils sont en pleine santé, ça c'est cool, parce que c'est un truc qu'ils n'ont pas connu pendant quelques temps. Tout le monde, la rotation du 8, tout le monde est là. On a même vu du Reggie Jackson, donc c'est formidable, il est encore vivant. Magnifique. Denver, on en reparlera en long et en large, à moins que tu aies un truc à ajouter sur ces Nuggets, parce qu'après on va se pencher sur les poteaux Angelos. C'est bien, on peut aller voir du côté d'Hollywood si tout s'est bien passé ou pas. Spoiler, non. Ceci étant dit, comme on a pu en parler avec certains, quand en octobre dernier, tu demandes d'aller en finale de conférence, de taper les Warriors et de taper les Grizzlies au premier et au second tour, tu signes tous les jours de l'année. Fin janvier, Bastien. Janvier, tu disais aux fans des Lakers, vous allez aller en finale de conf, vous allez fumer les Warriors, les mecs te disaient d'accord. Oui. Mais bien sûr, non mais c'est le 0,2% de Darvin Ham. Ils ont fait le nécessaire avec ce gros push de fin de saison. Sur la série en elle-même, comme tu le dis, il y a des choses qui sont gavantes parce que cette série aurait pu être au final plus serrée qu'elle ne l'a été. Oui. Il y a quand même des matchs serrés. Il y a 4-0, mais il n'y a pas vraiment de blowout pour moi dans cette série. C'est le Spurs Grizzlies il y a je sais pas combien de temps, tu sais, souvent on l'utilise comme finale de conférence un peu il y a une dizaine d'années, où en fait il y a 4-0, mais c'est horrible parce que tous les matchs sont assez serrés en fait. Ouais, là on est un peu sur le même cas. Où on a vu les Lakers poser des vrais sujets tactiques. Faut rendre hommage à Darvin Ham. Il a essayé, il a proposé des choses. Il a modifié ses line-up. Il a modifié ses line-up, il a tenté des trucs, un coup à Hachimura en premier rideau sur Jokic, et comment on essaie de s'occuper de Murray quand il prend feu. D'ailleurs, ils ont réussi à faire chier Murray. Malheureusement pour eux, Murray a trouvé les solutions toujours au bon moment. Donc voilà. Mais moi, c'est plus sur les deux stars. Non pas que je veuille forcément taper sur les stars, voilà, mais je trouve que y a vraiment le match 2. Je pense que les Lakers peuvent vraiment avoir les boules parce que Anthony Davis est vraiment relou en attaque. Il n'y a rien qui rentre, il joue trop loin du cercle et tout. Enfin, je veux dire, on a l'impression que, et c'est pas lui manquer de respect, mais on a vraiment l'impression que Aaron Gordon le domine, tu vois.
Ça m'a posé problème. J'aurais aimé qu'Anthony Davis puisse proposer autre chose dans ce genre de match, parce que je pense que si Anthony Davis propose un truc, ne serait-ce qu'average, dans ce match-là, les Lakers sont vraiment plus en position de le prendre. Bah, il fait un énorme game 1, mais les suivants n'ont pas été... Il fait un énorme game 1 perdu. Et après, dans les matchs un peu plus serrés, un peu plus défensifs, un peu moins up-tempo, j'ai pas retrouvé ce qu'on aurait voulu retrouver, je pense, d'Anthony Davis. Bien sûr. Et puis LeBron, qui, oui, évidemment, ça va, 38 ans, on l'a dit, hein, il était un peu blessé au pied et tout, on le savait et tout, machin, nanana, ok, très bien. Et il fait un game 4, bon, bah, franchement, la première mi-temps de LeBron, c'est la première mi-temps d'un mec qui dit, ok, il n'y aura pas de sweep. Ah oui, on l'a tous vu, quoi. Bien sûr. L'autre, voilà, monstrueux. Après, il avait moins de jus et il a vraiment fait un quatrième quart dégueulasse. Ouais. Vraiment. Alors, c'est vrai que la ligne de stats à la fin, on va pas non plus gueuler. Le mec est en 40 points. Il est quasiment en triple-double avec 40 points. On va pas commencer à dire il a pas fait le travail. Non. C'est juste qu'effectivement, on a vu certaines limites du jeu des Lakers, du fait aussi qu'il y avait pas mal de trades qui dataient de la trade deadline et que donc beaucoup de la finesse des résultats dépendait d'Anthony Davis et de LeBron James. Moi, j'admire ce que LeBron James a réussi à pondre malgré tout le contexte sur ses playoffs, mais je dois avouer que dans le Money Time, il m'a régulièrement déçu, notamment dans cette série face à Denver. Il m'a saoulé à croquer de loin, là, à pas faire les bons choix, alors qu'on sait, je veux dire, c'est un des joueurs les plus intelligents de l'histoire du jeu. Bien sûr. On sait qu'il est capable de faire les bons choix, tu vois. Là, quand je le vois pull-up à 3 points, envoyer des briques, je suis là, bon, ok. Non. Clairement, sur ces playoffs au global, LeBron a vendangé à 3 points comme jamais. Là, c'était vraiment terrible à regarder. Après, en effet, il y avait ces inquiétudes sur le pied, sur le fait qu'il allait pouvoir jouer à fond ou pas à fond. Il y a eu des money time où en fait le ballon a été aussi mis entre d'autres mains. Il y a eu des matchs des Lakers aussi sur les rounds précédents où en fait Austin Reeves a step up ou D'Angelo Russell a step up. Oui, là malheureusement autant Austin Reeves fait le travail, autant D'Angelo Russell ça a complètement craqué. On en est venu à faire une statue du Lonnie Walker game, hein, qui est pourtant un match sur lequel les Lakers sont dans la mouise parce que c'est Golden State qui fait le travail de revenir et t'as Lonnie Walker qui out of nowhere fait un match de zinzin, mais LeBron n'est pas non plus dingue, donc c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Les money time des deux stars n'ont pas été bons. Ils m'ont donné le sentiment de totalement essorer l'éponge jusqu'à la dernière goutte. Je pense qu'ils ont tout donné. Et à un moment, ils étaient 4 contre 9. Ouais, à un moment, Denver joue mieux au basket. Ouais. Joue mieux. Quand je dis 4 contre 9, c'est pas parce que c'est l'expression souvent, tu sais, les arbitres, etc. 4 contre 9, c'est qu'il y a eu 4 très bons joueurs ou bons joueurs plus côté Lakers et que tu avais un collectif complet. Pourquoi tu te marres ? Bah, je me barre parce que tu as dit le mot arbitre et Lakers dans la même phrase. Et oui, j'ai vu beaucoup de choses passer que j'ai trouvé un peu ridicules. Ouais, bref. Maintenant, viennent 2 questions. La première, c'est, comme vous le savez, on a fait le bilan de certaines franchises en sortie de playoff. Côté Lakers, on est dans une situation un peu particulière parce que, si je dis pas de bêtises, Alex, tu as LeBron et Anthony Davis qui sont sous contrat. Quoique, on va reparler de LeBron dans quelques minutes. Tu as une team option sur Malik Beasley. Je vais d'ailleurs le montrer à l'écran. Comme ça, je vois que j'ai le salaire des voir ce beau tableau. Malik Beasley qui a une team option à 16 millions, donc ce sont les Lakers qui décident. Il y a Mo Bamba où c'est non garanti totalement à 10 millions. Tu as Jared Vanderbilt à 4 millions et un Max Christie qui est donc jeune, rookie, qui est 1,7 million. Autour de ça, c'est peanuts. Comment est-ce que tu fais, toi, quand tu es Rob Pelinka, qui a été d'abord caillassé là, dans tous les sens pendant l'automne, puis adoubé pendant l'hiver et le printemps pour tous ces choix. Comment est-ce que tu abordes l'été ? Qu'est-ce que tu fais en priorité si tu es Rob Pelinka et que tu es toujours dans cet objectif d'être compétitif ? Bah, tant que tu as Anthony Davis et LeBron James, tu peux te dire, si je les entoure intelligemment, je peux être compétitif. C'est vrai, je pense. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Anthony Davis est encore à considérer grave dans son prime. Il l'a montré à plusieurs reprises et tout. C'est plus une histoire dont on le sait. Il ne faut pas qu'il soit blessé. Oui. LeBron... ça se voit qu'il vieillit, mais ce qu'il fournit encore sur le terrain est très sérieux. Ah, bien sûr. Et même, est historique par rapport à l'âge qu'il a. Au reste de l'humanité, bien sûr. Voilà, exactement. Après, la grosse question contractuelle, moi, je trouve qu'elle tourne dans le bas court, où pour moi, faut pas faire une erreur à la Caruso, faut payer Austin Reeves et ne pas payer D'Angelo Russell. Je te suis.
D'Angelo Russell, il s'en va, et puis c'est tout. Non, bien sûr, je te suis. Faut juste voir quel est le plafond d'achat d'Austin Reeves, parce que attention, on connaît l'inflation. On connaît l'inflation à Los Angeles. Attention. Oui. On connaît l'inflation à Los Angeles. En plus, on sait que là, il y a un nouveau CBA qui est rentré en vigueur, qui va être contraignant en plus encore au niveau Luxury Tax. Par contre, en parallèle de ça, on sait qu'il y a des négos de futurs droits télé qui donnent des visions d'augmentation de salaire assez sérieuses. Moi, j'ai commencé à regarder un peu, t'es là, tu fais OK. Je veux dire, franchement, Bastien, tu sais très bien comme moi, dans 12 mois, on sera là tous les deux. Ah oui, il a pris 200 millions sur 3 ans. Ah ouais, dans la moyenne, quoi. C'est déjà le cas. Non, 200 sur 3 ans, non. Non, mais il y a des mecs, là, moi, qui passent les 300 millions là, sur des projections contractuelles. La Tatum, là, ça y est, c'est tombé. J'ai fait d'accord. 300. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que si t'es au NBA team et je sais pas quoi, tu vas taper les 300 millions en 4 ans, 5 ans maximum. Donc c'est des sommes énormes. Donc effectivement, tu as raison, la question c'est à combien tu évalues les 2, 3, 4 années là, d'Austin Reeves que tu as envie de te payer pour le prolonger et avoir de la continuité. Pour moi, D'Angelo Russell, ça dégage. Et ensuite, tu as un peu de choix à faire dans les role players, les Rui Hachimura, Lonnie Walker. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu organises ton truc? Mais quoi qu'il arrive, ces Lakers, avec Anthony Davis et LeBron James, je pense qu'ils n'ont pas d'autre chose en tête que de se dire on va construire autour de ce duo. Tant que LeBron peut, on construit autour de ce duo et on se dit que si on construit bien, on est compétitif. On vient d'en faire la preuve, en fait. Deadline, 2 bons mois de régulière et bim, t'es quand même en finale de conf en ayant fumé les Grizzlies et les Warriors. Non, bien sûr. J'ai l'impression qu'ils peuvent. Tout à fait. Je te suis. Ne pas reproduire l'erreur Caruso, prolonger Austin Reeves sans non plus atteindre des blindes, tu vois. C'est sûr que si Austin Reeves il s'enflamme un peu trop, peut-être que les Lakers vont lui dire non, non merci. Bien sûr, mais c'est un mec à 20 points de moyenne en finale de conférence, donc si je suis l'agent, j'y vais en hélicobite à la négociation. C'est ça. Donc faut faire attention. Ils ont quoi comme argument? Doucement, frérot. C'est ça l'argument. Ouais. Calme-toi. Parce que lui, il va arriver, il va faire bonjour. Donc en fait, j'ai les stats de Bradley Beal. Donc, non, mais je pense qu'il va. Non, mais après, je pense qu'il va. En tout cas, je pense qu'il va dire moi, je comprends pas pourquoi Michael Bridges prenait 80 millions sur 4 ans à Phoenix à l'époque. Mais moi, je pense qu'il va demander 20 millions par an sur 4 ans. Oui, voilà. Austin Reeves, clairement. C'est ça. Clairement. Il faut pas. Je préfère les donner à lui qu'à D'Angelo Russell. Complètement. Non, je sais pas si non plus. À ça. Mais bien sûr. Mais je sais pas non plus si là, la fin de série où Dilo n'était pas sur le terrain, patati patata, ça a indiqué un message. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans la continuité de ce que tu disais, t'as LeBron et AD. C'est un peu un trio aussi, parce que mine de rien, avec Darwin, on peut en penser ce qu'on veut, mais l'année 1 est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Je veux dire, il y a des axes de progression, mais c'est pas mal. J'en reviens à la phrase de pré-saison de LeBron l'année dernière qui disait c'est pas comme si on avait des snipers dans l'équipe. Je crois que le message est très bien passé. Le message est assez clair. Non, le message est assez clair. Ouais, si cet été tu ramènes que des mecs qui savent pas shooter et qu'on refait des line-up de 1m84, LeBron il pète un câble. C'est sûr. Donc on voit pour Rui Hachimura, en effet, tu n'as pas non plus lâché trop en échange. C'était Kendrick Nunn et des Twix, je crois, à la deadline. Non, mais pareil, Rui Hachimura, combien ça vaut ça? Combien il demande? Quel genre de tarif il va demander? Je sais pas, moi. Il a fait des bons matchs là en playoff. T'as des gens là qui vont faire Rui Hachimura. Franchement, s'ils explosent. Jeremy Grant, Rui Hachimura. T'as des gens qui vont faire ça. Oui, écoute. Combien il avait pris Jeremy? 90 sur 4? Ouais, 80. Un truc comme ça. Ouais, non, c'est mort. Non, on va. Moi, je dis que ça va demander des choses comme ça. S'il y arrive, formidable. Moi, à ce moment-là, je vais dire, un peu compliqué. Mais on en vient. Des contrats courts, Bastien, qu'est-ce que t'en penses? Des contrats courts, peut-être ils vont essayer de faire les Lakers, ils vont essayer de dire ok, on te met du salaire, par contre c'est que 2 ans. Ah bah oui, potentiellement, mais de toute façon tout tourne autour de l'autre dégarni comme on dit de l'Ohio. C'est que tu vas pas commencer à dire mec on a 5 ans de visibilité devant nous. Tu peux pas dire ça, t'es obligé d'être dans un truc très très court-termiste. J'en viens justement à LeBron parce que on en rigolait au début de l'apéro, il y a ces déclarations là de LeBron, pour ceux qui n'ont pas le contexte, on est en sortie de sweep, LeBron est en conférence de presse,
Dave McMenamin, si je dis pas de conneries, côté ESPN, demande bon bah voilà, tranquille, ça va frérot. Il fait bah je sais pas si on se revoit la semaine prochaine. L'année prochaine on se revoit pas. Il n'y a pas de jouer au basketball. Bah je sais pas, peut-être que oui, peut-être bien que non, peut-être bien que oui. I got a lot of things to think about. Voilà, faut que je réfléchisse. I got a lot to think about. Je sais plus comment il a dit ça exactement, mais bon. Bref, je te pose la question de manière. Planer le doute. Ouais, je te pose la question un peu de manière brute et à celles et ceux qui nous écoutent et à qui on fait la bise. Tu le crois? Non. Enfin, non. Qu'il ait des choses auxquelles il a envie de réfléchir et qu'il ait le seum sur certains points et qu'en plus il a joué un peu blessé, qu'il se dit putain je commence à être vieux, j'ai mal aux pieds, là j'ai eu mal à la cuisse, après j'ai mal au ventre, j'ai mal au machin, enfin je peux comprendre que ça le saoule. Et qu'il se dise ok faut que je réfléchisse et comme il vient de prendre un sweep dans la bouche et que ça commence à parler des Nuggets et que LeBron il a un gros ego et qu'il aime bien que ça parle surtout de lui, je peux comprendre qu'il ait lâché cette phrase et qu'il y a un fond de vérité dedans, genre j'ai des trucs auxquels je veux réfléchir. Mais par contre, à aucun moment, je n'imagine LeBron James partir en trade genre à la Tim Duncan. Mais alors, jamais. Non, parce que Tim Duncan n'est pas parti sur un sweep, si je peux me permettre. Non, alors déjà, il n'est pas parti sur un sweep. Non, je parlais plus de en mode, tu sais, tu te rappelles, en 2016, tout d'un coup, t'es là. Texto. Il a fait, ciao, je reviens pas, moi, les gars. Merci. Non, mais LeBron, je suis un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais ciao. Allez. LeBron, il y aura ça, jamais. Pour moi, LeBron James, il va faire un farewell tour de malade. Et limite, j'ai envie de te dire, moi, j'ai envie qu'il fasse un farewell tour de malade. Et il va accueillir le fiston NBA. Oui. Donc, pour moi, il est encore là 2 ans. Bah, je comprends. Moi, j'avais juste cette piste là qui m'a fait marrer des gens qui ont dit. Bastien, juste Bronny, que je me trompe pas, c'est quel draft? C'est 24 ou 20... C'est 24. Donc pour moi, il fait celle-là et il en fait une petite après pour la route. La 24-25 peut être le farewell de LeBron, mais avant, j'y crois pas. Ok. Juste pour rappel pour les gens qui se posent la question, Bronny va rejoindre USC là pour Californie du Sud, si je dis pas de conneries, faire une saison. On va voir comment se passe la saison de Bronny parce que c'est pas un top 10 de draft, juste. Non, mais je pense qu'il y a des équipes qui vont le prendre pour dire. Alors, James Senior et James Junior. Tout à fait. Il y a juste ce scénario qui est drôle de LeBron qui prend un peu de break. Je pense que ce qu'il a remué, c'est à la fois le fait qu'en effet, c'est un mec hyper intelligent, donc il sait aussi quand est-ce qu'il se retrouve dans des positions compétitives. C'est-à-dire, est-ce que là, il va devoir refaire tout le même chambardement avec Pelinka, de voici comment doit être fait l'effectif, de machin, je veux dire, c'est exténuant. Melo, qui est son gars sûr, vient d'annoncer sa retraite. Wade est ailleurs. Chris Paul, on ne sait pas ce qu'il va faire. Non, mais il est usé, c'est normal. Donc, il est usé et il ne savait pas comment ça allait se passer après son record, avec son pied, etc. Donc, qu'on lui donne du temps, il n'y a pas de souci. Moi non plus, je ne crois pas à la retraite. Je pense juste que tout ce qui n'a jamais été fait est la spécialité de LeBron. Donc s'il y en a un qui est capable de dire moi je prends un an en détente, je reste sur le côté, je viens à 2-3 matchs courtside parce qu'en fait je suis off et je ressors de ma retraite pour revenir avec le fils, j'y crois à 0,5% à ce scénar. Mais il va falloir vite régler cette histoire de flou sur ses déclarations parce qu'en fait l'été tu le fais pas autour d'Anthony Davis et Lonnie Walker. Non, mais tu ne crois pas justement qu'il y a aussi du côté de LeBron, LeBron play. Exactement. Mais bien sûr que c'est un message qu'il envoie à son management. Il fait tiens, écoute Rob Pelinka. Donc, me prends pas pour acquis, bâtard. Si tu me prends pas des snipers, moi j'arrive le 15 septembre et je fais OK. Bien sûr. I leave the basketball, I live in peace. Exactement. Follow my son en Instagram. Voilà, mais bien sûr. Non, mais powerplay de malade, pour ceux qui l'ont pas, c'est un move médiatique de LeBron, notamment pour dire à Pelinka, gros, t'as cru que j'avais prolongé l'été dernier et que j'étais pris pour acquis? Au travail. Et il a travaillé pendant la deadline. Maintenant, il faut travailler encore mieux cet été. Donc, moi, je comprends. Juste voilà, tant qu'il y a du flou, moi je suis pas... Non, on peut jamais savoir. Et puis, quelque part, c'est une décision qui lui appartient. Et si demain LeBron James il dit ok c'est bon, moi j'estime que j'ai fait mon temps et j'ai envie de raccrocher les sneakers plutôt encore à mon top, plutôt que de me lancer dans un déclin qui va me saouler, qui va me user mentalement et tout, parce que je sais que le déclin, tous les LeBron James que je suis, le déclin est inévitable.
à la limite, on pourra aussi comprendre ce genre de décision. Tu vois, moi, quelque part, j'aime presque autant ça que de le voir faire une dernière saison à la Hakeem Olajuwon ou à la Pat Ewing ou même Jojo Wizard. Tu as vu, des fois, on se marre avec Jojo Wizard, mais non, ça n'a jamais existé. Tu vois, donc... et encore que Jojo Wizards, il jouait encore grave au basketball. Ça joue au basketball. C'est pas Olajuwon au Raptors. Pas Olajuwon au Raptors ou Ewing à Orlando, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt dans le délire justement de LeBron aux Lakers. Bien sûr. Mais on pourrait comprendre. Mais je sais pas, j'arrive pas à y croire. Il y a encore trop de trucs qu'il a envie de faire, ça se voit. Pour moi, c'est vraiment un coup de pression sur Pelinka, du genre comme tu l'as très bien dit, genre en mode hey gars, ils sont où mes snipers? Voilà. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Comme on dit. Dans tous les cas, on va surveiller de très près ce qui va se passer avec les Lakers. Début juillet, avec des grosses décisions qui doivent être prises par Rob Pelinka, avec un marché qui reste toujours aussi intéressant, et avec le côté finaliste de conférence avec AD, LeBron et Darvin Ham qui ont fait le travail. Moi, je veux bien avoir l'avis des gens sur comment faire côté Lakers, parce qu'il y a vraiment eu un côté surpasser toutes les attentes. Toi, tu commencerais par quoi, toi? Comment faire? Tu commencerais par quoi, toi? Moi, je dirais le seul moyen qui existe, le seul univers qui existe dans lequel je retiens d'Angelo Russell, c'est que tu arrêtes avec ces histoires de tarifs à la con, mais tu deviens notre... minimum vet. Peut-être pas non plus, mais, franchement, essaie de nous faire Jordan Clarkson à Utah et déjà on va voir. Devient le gros scoreur à qui on va filer le ballon, etc. Et voilà. Et essaye d'en avoir quelque chose à foutre aussi. Et d'en avoir quelque chose à foutre. Mais il est un peu énervant pour ça. Mais ça, c'est pas sûr. Je garde Austin Reeves, mais je lui dis reste dans le projet, commence pas à faire fais pas une Duncan Robinson. Commence pas à prendre la conf parce qu'on a fait des dingueries, ok, et après tu vas être hué de partout parce que tu représentes un poids lourd en termes de salaire. Sois intelligent, négocie ensemble. Et après, je prends du sniper, de l'expérience et de la défense, parce que c'est des Lakers défensifs qui sont allés jusqu'en finale de conférence. Tout à fait. Et il me faut un dernier ball handler. Un gars comme D'Angelo Russell, mais qui en a quelque chose à foutre. Voilà. Ok. Donc il y a du taf. Il y a du boulot, bien sûr. Et pendant ce temps-là, nous, évidemment, on surveillera nos amis les Nuggets en finale NBA. Dont on fera la preview. Exactement, dont on fera la preview dans peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, peut-être que. 4-2 Miami, 4-3 Miami, 4-3 Boston. Remontada ou pas? 4-1 Miami? Je sais pas. Dans tous les cas, on vous fait plein de bisous. On se retrouve très vite pour d'autres petites vidéos sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous à tous et bonnes vacances à Cancun pour les Lakers. Ciao.